Écoutez, moi, je suis un enseignant d'université qui a mal tourné. Quoi, le Maroc, tout simplement parce que la commission bancaire du Maroc publie chaque année des données qui sont admirables. Et on voit aussi que, au niveau de la loi 2309, on parle beaucoup, il y a de la finance islamique, de la mise en place de la finance islamique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez déjà, Alors, la plupart des Algériens sont bancarisés. mais ils consomment pas des produits bancaires. Nos banques, notamment les banques publiques, sont de plus en plus impliquées dans le financement du déficit budgétaire. Vous trouvez pas qu'ils pourraient, cannibaliser donc, la finance classique au niveau des banques publiques? Monsieur Sekak, bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Algeria Eco Talk. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous avoir parmi nous pour parler d'un sujet très intéressant qui est la réforme bancaire. Donc, avant de commencer, je vous invite un peu à vous présenter, à nous parler un peu de votre parcours. Écoutez, moi, je suis un enseignant d'université qui a mal tourné, D'accord. puisque je suis devenu banquier par obligation. Et donc, j'ai fait une carrière d'abord au niveau de la Banque centrale d'Algérie. Et puis ensuite, j'ai rejoint la banque au niveau international, Mhm. à l'intérieur du groupe Crédit Lyonnais, dans une filiale qui s'appelle l'UBAF, où je me suis occupé successivement du réseau en Asie et Mhm. ensuite de la zone Afrique subsaharienne et des métiers négoce et financement de l'énergie. Ensuite, j'ai rejoint le groupe HSBC où j'ai participé à la création et à la gestion pendant ces 5 premières années de la filiale de HSBC en Algérie. D'accord. Ensuite, bah, je suis parti à la retraite et je me consacre actuellement à la formation et au conseil. Très bien. Donc, on va plonger directement au vif du sujet, qui est la réforme bancaire. Donc, tout d'abord, pourquoi on fait une réforme bancaire? Pourquoi faire une réforme bancaire? Bon, tout simplement parce que on doit partir Mhm. d'un constat assez simple, c'est que nous avons eu dans ce pays souvent une abondance de ressources Effectivement. et nous avons été incapables de générer une croissance à 2 chiffres. Très clairement, le pays n'a pas pu réaliser son potentiel de croissance. C'est la grosse lacune que l'on peut imputer à l'intermédiation bancaire. Alors, intermédiation bancaire inefficace dans un concept, dans un contexte un peu particulier, Mhm. c'est que nous sommes dans un pays où le financement de l'économie est réalisé à 98% par l'intermédiation bancaire. Oui. Il n'y a pas, pour le moment, de finances directes par les marchés significatives. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe, par exemple, un faible niveau de l'intermédiation bancaire. Nous le verrons tout à l'heure, que l'on peut mesurer par le total bilan de la place d'Alger Mhm. par rapport au PIB du pays. Et vous verrez que comparativement à ce qui se fait ailleurs, notamment au Maroc, nous sommes très très loin. Malheureusement. Justement, pourquoi on n'avait pas fait cette réforme avant? On voit que actuellement c'est devenu une priorité, donc pourquoi on l'a pas fait auparavant? Bah, la réforme bancaire, elle revient souvent sur le tapis. C'est un petit peu un serpent de mer. C'est aussi, on peut dire une arlésienne, qui s'est jamais présentée sur la scène. Mais, avant d'aller un peu plus loin dans la démonstration, j'aimerais, soulever un certain nombre de remarques préliminaires Mhm. qui me semblent, importantes pour éviter, certaines caricatures que l'on trouve un peu partout et certaines simplifications qui me semblent totalement inappropriées. Alors, je vais développer, 4 remarques préliminaires. La première remarque préliminaire, c'est que dans un pays, il est impossible de faire la dichotomie entre le secteur bancaire et l'économie réelle. Mhm. En fait, très clairement, en Algérie, le secteur bancaire reflète les dérèglements que l'on observe dans l'économie réelle, notamment la dérive budgétaire, et le secteur bancaire les amplifie. D'accord? Alors, première remarque. Deuxième remarque, c'est que j'ai une conviction personnelle qui Mhm. vaut ce qu'elle vaut, mais elle est difficile à vendre politiquement. C'est de dire que la croissance dans ce pays, la croissance pérenne, ne pourra venir
que du secteur privé ou ne viendra pas. D'accord. C'est-à-dire si on n'arrive pas à relancer l'investissement dans le secteur privé, on ne pourra pas relancer la croissance. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concurrence et l'innovation doivent être les maîtres mots de toute attitude et de tout choc culturel dans le secteur. Troisième remarque, c'est que certes, la réforme bancaire, elle est incontournable, Effectivement. mais elle ne sera pas suffisante pour relancer la croissance et, et procéder à la diversification de notre économie, tout simplement euh, parce qu'elle devra être accompagnée par un programme cohérent de réformes structurelles dont elle ne sera qu'une partie. D'accord? Alors, très clairement, il ne peut pas y avoir de réforme bancaire isolée pour que ça réussisse. C'est pas Oui. comme ça que ça marche. Dernière remarque, c'est que la réforme bancaire, c'est un immense chantier Oui. euh, humain, technique, euh, qui sera excessivement complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra notamment convaincre et faire adhérer euh, tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera très important de ne pas négliger la communication et il faudra disposer d'un leadership crédible pour que ça fonctionne. Très bien. Donc, si on va justement aller vers un autre point, on pourrait discuter donc quelles sont les données sur notre secteur bancaire actuellement, sans tenir compte pour l'instant des nouvelles banques qui se sont créées entre-temps. Alors, les données financières que je vais exposer, Mhm. c'est des données financières à la fin 2003, donc ça ne tient pas 2023. 2023, excusez-moi, Pardon. donc ça ne tient pas compte de la BNH, de Oui. la Banque nationale de l'habitat, qui venait tout juste d'entrer en production et dont les données ne sont pas très significatives. Alors, premier élément, c'est que nous sommes une très toute petite place financière. D'accord? Effectivement. Le total de bilan de la place, c'est un peu plus de 22 000 milliards de dinars. C'est-à-dire que concrètement, on parle d'un total de bilan de la place de 170 milliards de dollars. C'est tout. D'accord. À titre de comparaison, le bilan d'HSBC, quand j'étais dans la maison, on était à 3 000 milliards de dollars. Ok, donc D'accord? Bon. là on voit la Alors, différence. bien évidemment, deuxième chose, c'est que, très important de noter, c'est que le total de bilan de la place par rapport au PIB, Mhm. il est assez faible. Ça nous montre la marge de manœuvre que l'on a et le ratio total de bilan par rapport au PIB est à 70%. D'accord. Alors que si on prend un pays voisin, comme le Maroc, ils sont à 120%. D'accord? Mhm. Donc vous voyez que nous avons une intermédiation bancaire qui est très très faible. Bon, bien évidemment, première caractéristique du secteur, c'est que nous avons une domination des banques publiques. Mhm. Alors, 6 ou 7, si on tient compte de la BNH, BNH. elles représentent 87% du total de bilan de la place. Ensuite, si on va plus dans les détails, elle représente 85% ou un peu plus des dépôts. Elle représente 87 ou un peu plus des prêts de la place. Bon, l'intervention des banques étrangères reste marginale. Très minime, ouais. D'accord? Je donne un exemple. Euh, la plus petite des banques publiques, la BDL, Mhm. comparée à la plus grande des banques privées, la Société Générale, on est de 1 à 4. Ah Hein. oui. Voilà, la BDL, c'est 4 fois la générale. D'accord? Bon, alors, si vous voulez, autre élément significatif, c'est qu'on a une faible pénétration des réseaux bancaires. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce que on a un peu plus de 1650 agences. Comparez cela au Maroc où il y a 6300 agences, C'est 6 fois nous plus. avons une agence à peu près pour 26 000 habitants. La Tunisie est à 6 000 habitants par agence. Donc, alors, on doit relever néanmoins que Algérie Post Mhm. dispose de 4 200 points de vente. Ça veut dire que Algérie Post devra être un des éléments essentiels
dans le déploiement de la réforme bancaire. Justement, ces derniers temps, on parle d'une banque postale. Donc, est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre ça en place, du moment que c'est l'Algérie Post qui détient le réseau le plus important? Oui, on pourra mettre cela en place, mais il faut pas faire n'importe quoi, d'accord? Très clairement, Algérie Post n'est pas prête à être une banque, pour un certain nombre de raisons. Un, elle a un système d'information qui est obsolète, hein, qui date des années 70 ou 80, hein. Donc on ne peut pas développer une banque si on n'a pas un système d'information. 2, j'allais dire, elle n'a pas de procédure, très sérieuse de contrôle et de conformité. Et puis, bien évidemment, il faudra former, une partie des 27 000 collaborateurs, qui travaillent, à Algérie-Post. Bien évidemment, Algérie-Post sera un élément essentiel de la réforme, mais il faut s'inscrire dans la durée, hein, sur Effectivement. 5 ans, hein. Mais il faut commencer dès aujourd'hui par un vrai diagnostic et mettre en place une feuille de route sur 5 ans. Parce que c'est pas facile, hem, il y a 4 000 et quelques points de vente, 27 000 collaborateurs, 24 millions de comptes, Oui. 12 millions de cartes bancaires, ce n'est pas rien, hein. Donc oui, Algérie Post fera partie, elle devra faire partie de la réforme, mais arrêtons de proclamer qu'on aura une banque postale à la fin de l'année, ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'un leurre. Il faut travailler sérieusement sur le sujet et le sujet, c'est une feuille de route à 5 ans, Oui, pas ça, autrement. ça reste un Alors chantier très important qui va prendre assez de temps quand même. oui, parce que je pense que j'ai toujours pour habitude que les révolutions en Algérie sont toujours venues des campagnes, Mhm. d'accord? Des zones rurales et Algérie Post, c'est les zones rurales, hein? Effectivement. 4 500 agences, c'est de là que ça viendra. Sur l'amélioration des paiements électroniques, sur, l'amélioration de l'inclusion financière et cetera et cetera. Autre élément significatif de la situation, du secteur bancaire, c'est la faiblesse des crédits au secteur privé. C'est Oui, très, très faible, oui. hein. Très, très faible comparé au PIB et comparé à ce que l'on voit notamment, au Maroc qui pour moi est un exemple concret. Pourquoi le Maroc? Tout simplement parce que la commission bancaire, du Maroc publie, chaque année, des données qui sont, admirables, hein et qui sont des données très, très détaillées qui permettent des comparaisons. Bien évidemment, on observe aussi une faiblesse des services bancaires spécialisés. Oui. Alors, les services bancaires spécialisés, par exemple, le leasing, il a un taux de pénétration très, très faible, hein. Très, très faible, on est à moins de 1 à 2 du PIB, hein, en D'accord. leasing. Alors que des pays comme la Turquie sont à 3 ou 4. On ne parle pas, de pays beaucoup plus avancés. Donc Mhm. le leasing, on peut faire beaucoup mieux. De la même manière, on ne comprend pas pourquoi le factoring n'est pas mis en œuvre, hein? Tout simplement parce que, le factoring a été, annoncé en 1996 par un arrêté du ministère, des Finances, mais depuis 1996, silence radio, rien n'a été fait. Ce qui est une aberration, parce que Effectivement. on ne peut pas parler d'encourager le financement des PME si, on ne développe pas le factoring. Oui. Le financement des PME, partout dans le monde, c'est le factoring, hein, et donc il est temps de réagir et de parler, très sérieusement de ce factoring. Peut-être qu'il De n'a pas été lancé parce que ça reste un produit assez risqué par rapport au crédit classique. non, le factoring, je ne sais pas pourquoi on l'a pas fait. Je crois que pendant 20 ans, il y a eu une guéguerre entre la Banque d'Algérie et le ministère des Finances, Oui. puisque dans le cadre des accords avec le Fonds monétaire en 96, le ministère des Finances a sorti un arrêté, qui s'est attribué, j'allais dire, le rôle, de définir la réglementation sur les sociétés de factoring, la capitalisation et bien évidemment plus tard, les nouvelles versions de la loi Monnaie et Crédit ont attribué, cela, à la Banque d'Algérie. Je sais que des demandes d'agrément ont été faites, sur le factoring par un certain nombre de sociétés de leasing Mhm. parce que, leasing et factoring, ça va souvent ensemble, hein. Et oui, effectivement. Demandez à nos amis de MLA, qui s en Tunisie font les 2 en même temps, hein. D'accord. Bon, on est dans une guéguerre,
On était dans une guéguerre, excusez-moi. Bon, il est grand temps de sortir de tout ça. C'était fondamental pour le financement de la PME. Après, ce qu'on observe, c'est la faiblesse des crédits aux particuliers, Mmh. notamment la faiblesse des crédits hypothécaires, hein. Donc déjà que c'est récemment qu'on a mis en place les crédits à la consommation qui n'existaient pas auparavant. Ils existaient jusqu'en 2009. D'accord. Heu, on a arrêté en 2009, par décision politique, hein, ce qui m'a créé pas mal de problèmes en ce qui me concerne quand j'étais à HSBC. Parce que arrêter les crédits à la conso et arrêter les crédits auto, ça devenait, très, très difficile de rentabiliser, la partie retail de votre banque, hein. S'il y a pas de Effectivement. crédit, vous pouvez pas rentabiliser le retail. Alors, d'un point de vue général, le montant des crédits, aux particuliers est très, très faible, mais surtout, le montant des crédits hypothécaires est ridiculeusement bas, hein. Parce Mmh. qu'en Algérie, le niveau, des crédits hypothécaires, c'est 3% du PIB. D'accord. La moyenne en Afrique, c'est 10%, On est très loin quand d'accord? même. La moyenne en Europe, on est plutôt à 30% par rapport au PIB. Mmh. Aux États-Unis, on est au-dessous de 50%. Alors, tout ça, ça vient aussi du fait que, il faut se poser quand même la question de la manière dont on finance l'habitat dans ce pays, Oui. d'accord? À la fin des années 90, on a supprimé, ce qui est une aberration totale, la nécessité d'un acte préalable d'épargne pour avoir accès au logement. Mmh. C'est-à-dire que le logement, maintenant, dépend quasiment totalement, des finances publiques. Oui. Ça coûte à peu près 600 à 650 milliards de dinars par année sur les 10 dernières années. Dans le contexte de nos finances publiques, c'est pas possible de Oui. continuer comme ça, hein. Donc il faut revenir à un effort d'épargne préalable pour, pour avoir accès au logement. On verra ça dans les innovations des produits qu'il faut développer. D'accord. Bien évidemment, on a une offre de produits bancaires qui est totalement banale, qui est étroite. C'est la même dans toutes les banques, hein. C'est d'une très grande banalité et d'une très, très grande étroitesse, hein. Justement, pourquoi les banques ne proposent pas de nouveaux produits? On répondra un peu plus tard. D'accord. Vous verrez que c'est pas aussi simple que ça. Bon, après, on a un faible développement technologique et un faible développement, de la monétique, malgré que des progrès récents ont été faits, hein. Mais c'est pas parce qu'on a 16 millions de cartes, c'est-à-dire 12 millions à la poste et 4 millions dans le secteur bancaire, c'est pas parce qu'on a 50 000 TPE ou c'est pas parce qu'on a plus de 4 000 DAB, GAB qu'on va régler le problème. On a un retard colossal, sur ce domaine-là, hein. Mmh. Alors bien évidemment, on affiche, heu, on affiche des taux de progression qui sont importants, mais, un ancien ministre des Finances, dont je tairai le nom, disait: «Quand je suis arrivé, au ministère, l'économie, du pays était à zéro. Mmh. Depuis, elle a doublé», hein. Voilà, donc afficher des taux de croissance quand on part de zéro, c'est pas très significatif. Mais bien évidemment, ça dépendra pas uniquement, heu, uniquement des banques. Ça va Oui. beaucoup dépendre, du courage fiscal, qu'il faudra avoir pour mettre en place des exonérations, notamment, sur les paiements électroniques, qui sont réalisés. Alors, élément, important à signaler maintenant, c'est que nos banques, Mmh. et ça c'est plutôt un un souci qui renforce la fragilité de nos banques. Nos banques, notamment les banques publiques, sont de plus en plus impliquées dans le financement du déficit budgétaire. C'est-à-dire que si vous regardez le bilan, le total de bilan, de nos banques, notamment de nos banques publiques, 32 un tiers du bilan des banques, c'est des bons du trésor, Oui, effectivement. d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos banques deviennent indirectement, dépendantes, de nos finances publiques et donc, indirectement dépendantes de l'évolution du cours des hydrocarbures. Donc plutôt que de sortir,
de la dépendance des hydrocarbures, on a plutôt renforcé notre dépendance des hydrocarbures. Alors, malgré tout ça, Mmh. les banques sont en apparence très rentables, hein. En apparence très rentables. Pourquoi? Parce qu'on observe, des rendements, des ROE, des return on Mmh. equity, des rendements des fonds propres, très élevés. Alors, tout ça pourquoi? D'abord parce que les coefficients d'exploitation Mmh. sont très, très bas. Alors le coefficient d'exploitation, qu'est-ce que c'est? C'est les dépenses de fonctionnement par rapport aux revenus, Mmh. c'est-à-dire le PNB. Alors c'est très, très bas. On est en moyenne à moins de 36, alors qu'au Maroc, on est à 48,5. Bon, alors c'est bien, mais ça pose 2 types de problèmes à mon avis. Mmh. C'est que un, les salaires sont probablement trop bas, hein, et deuxième chose, les investissements informatiques sont probablement trop, trop bas pour la modernisation. Oui. Parce que les ressources humaines et l'informatique, c'est grosso modo 80 des frais de fonctionnement d'une banque. Alors, le ROE est important puisqu'il est de 12,62 pour les banques publiques, il est de 14,5 pour les banques privées. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui offrent des rendements en fonds propres Mmh. aussi importants, hein. Mais ce que je dis, c'est que je dis: «Faisons attention», c'est qu'on observe ici et là, pas dans toutes les banques, mais dans beaucoup de banques, une sous-estimation, du coût du risque. Oui. C'est-à-dire que concrètement, les portefeuilles ne sont pas, dans certaines banques suffisamment provisionnés et donc ça on a tendance à maximiser artificiellement les return on On equity. écoute. Très bien. Si on doit attaquer un autre point, c'est en fait quels sont les grands axes qu'on pourrait mettre en place pour une meilleure réforme bancaire en Algérie? Qu'on pourrait ou qu'on devrait, ouais, Qu'on devrait. Alors. voilà, qu'on devrait mettre en place. Alors si vous voulez, il faut pas être prétentieux. Je pense qu'il sera difficile d'être exhaustif, tout simplement parce que c'est un sujet complexe qu'on peut pas traiter en 5 minutes ou en 10 minutes. Il faut aller à l'essentiel et essayer de donner un contenu opérationnel, aux proclamations politiques, récurrentes qui sont faites. D'accord. D'accord? Alors, moi, je vois 7 axes importants. D'accord? Et encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif. Le premier axe, c'est il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? Alors, ce que je veux dire, c'est savoir ce qu'on veut. Je parle des autorités politiques et des autorités de régulation. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de définir une stratégie claire de développement, du secteur bancaire et de communiquer cette stratégie. Mmh. D'accord? Très clairement, il nous faut une doctrine très, très claire. Il ne faut pas qu'on reste assis entre 2 chaises, hein. Parce que être assis entre 2 chaises, ça veut dire qu'on va nulle part. D'accord? Alors, bien évidemment, les ce que j'observe depuis un certain nombre d'années, c'est que les objectifs des autorités Mmh. sont flous et le plus souvent inconnus. D'accord? Alors, il y a beaucoup d'effets d'annonce, d'accord? Mmh. Beaucoup d'effets d'annonce, mais souvent non suivis d'actions concrètes, hein. Heu, il faut, très clairement revenir dans la stratégie à une indépendance totale de la Banque d'Algérie, telle que prévue par la loi Monnaie-Crédit de 1990 et il faut, à mon avis, donner de la visibilité Mmh. très claire à l'ensemble des opérateurs, que ce soit les opérateurs, locaux, publics ou privés et les opérateurs, internationaux. D'accord? Mmh. Le deuxième axe, c'est probablement le plus important du fait de l'importance, de la part de marché des banques publiques, c'est qu'il faut renforcer et modifier, la gouvernance des banques publiques. Oui. D'accord? Alors, bien évidemment, on est dans un contexte à l'heure actuelle Oui. où, l'État, c'est à la fois le propriétaire des banques publiques, Mmh. le gestionnaire des banques publiques et le régulateur des banques publiques et le bénéficiaire des banques publiques.
Bon, On voit on est dans une configuration très malsaine, oui. tout simplement parce que ça conduit à ce que j'appelle des relations incestueuses, hein. Voilà, alors bien évidemment, il faut sortir les banques publiques de leur rôle ambigu. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la fois elles ont un volet commercial tout à fait normal et elles ont un volet où elles prennent en charge, des objectifs des pouvoirs publics. Mmh. Mais tout ça est mélangé dans les comptes. Donc si on veut mieux apprécier la performance des managers des banques publiques, si on veut mieux, responsabiliser Mmh. les responsables des banques publiques, ce qui est commercial, il faut l'isoler et ce qui est, prise en charge des objectifs des pouvoirs publics, il faut les rémunérer par des dotations budgétaires. D'accord? D'accord. Mmh. Il faut que ça soit très, très clair si on veut responsabiliser, les gens, de manière plus formelle. Bien évidemment, il faut arrêter, les injonctions externes, Mmh. hein, c'est-à-dire les coups de téléphone, hein, soyons très, très clairs. Heu, Pourquoi? Parce que les injonctions externes, on pourrait faire excusez-moi, un effet négatif sur l'allocation des ressources, Mmh. hein. Alors bien évidemment, il faut se poser la question d'une privatisation totale ou d'une privatisation partielle. On voit que c'est un peu le cas actuellement avec il y a 2 banques publiques qui ont ouvert, leur capital Oui, et oui, mais je pose la question de l'élargissement du conseil d'administration, mmh. d'accord? Heu, Si vous élargissez, heu, les conseils d'administration par des représentants des 30 qui, proviennent des placements en bourse, Mmh. vous n'allez pas influencer les décisions à l'intérieur des conseils d'administration, parce qu'ils ne sont pas majoritaires, Effectivement. d'accord? Donc il y a pas de modification substantielle de la gouvernance, hein. Mmh. Elle a donc autre élément essentiel, je crois, dans l'amélioration de la gouvernance, c'est que les systèmes d'information, de nos banques publiques sont obsolètes, d'accord? Ils sont obsolètes, donc on a la nécessité de mettre en place des Mmh. ERP, des progiciels bancaires qui permettent un véritable pilotage, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de nos banques publiques actuelles. Bon, quitte à mutualiser le développement d'un ERP qui soit commun Mmh. à toutes nos banques publiques. C'est pas la peine d'aller en rang dispersé, acheter des ERP, quelquefois le même, et le payer plusieurs fois, hein. Mmh. Il faut développer ça. Bien évidemment, il faut, j'allais dire, renforcer les normes de transparence, hein, renforcer les normes de transparence. Heu, Qu'est-ce que ça veut dire, les normes de transparence? Notamment dans les rapports annuels, une description très précise des prêts non performants, D'accord. hein, et j'allais dire, respecter totalement les normes IFRS et respecter les délais de publication des résultats et la nature des publications de résultats et conduire nos banques à rechercher un rating, nos banques publiques à rechercher un rating. De vous à moi, c'est Mmh. pas irréaliste. La Banque centrale d'Iran Mmh. a imposé aux banques locales un rating. On Mmh. parle de l'Iran, on ne parle pas des États-Unis, d'accord? Le troisième axe, si vous voulez, c'est un axe qui porte sur les évolutions réglementaires. Alors, l'évolution du cadre réglementaire devrait être, devrait conduire à un état de fait indispensable, c'est que la réglementation doit soutenir le marché, Oui. mais pas se substituer au marché. C'est une nuance de taille. Alors, là, je vais citer un certain nombre de choses qui m'apparaissent indispensables. Je ne serai pas exhaustif. Heu, il faut mener un audit de cohérence et n'ayons pas peur d'un relèchement progressif du contrôle d'échange. Le Mmh. contrôle d'échange est, à mon avis, aujourd'hui, totalement inefficace, hein. La preuve, c'est que malgré tout le contrôle d'échange qu'on a mis en place, on a eu pas mal d'abus de la part de Issaba, hein. Donc si c'était efficace, on s'en serait rendu compte, hein. Bon, on a un contrôle d'échange,
qui relève d'une économie planifiée, pas d'une économie de marché, qui relève plutôt d'une économie industrielle, pas d'une économie de services et de la connaissance. Donc il faut faire un audit de cohérence et relâcher progressivement cela en même temps que l'évolution de nos réserves de change. Il faut, à mon avis, supprimer l'autorisation préalable de la Banque centrale pour l'ouverture de nouvelles agences Oui. et pour l'agrément de nouveaux produits bancaires. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réguler et réglementer, mais on verra tout à l'heure comment on doit le faire. On n'a pas nécessairement la nécessité de tout réguler en amont. D'accord? Mhm. La dernière chose, c'est que dans les évolutions réglementaires, c'est la simplification et la clarification de la méthodologie du traitement des prêts non performants pour les banques. D'accord. D'accord? Quatrième axe, c'est qu'on doit améliorer le dispositif de supervision et le cadre macro-prudentiel. Euh, Pourquoi? Parce qu'on doit notamment viser une meilleure gestion des risques et surtout une meilleure gestion des risques par un meilleur partage de l'information. Oui. C'est crucial. Mhm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit renforcer très sensiblement les registres de crédit, c'est-à-dire ce qu'on appelle les centrales des risques, Mhm. hein, qui sont euh, à l'heure actuelle en fort décalage par rapport à la réalité. Et on doit les renforcer à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. Mhm. D'accord? De la même manière, on doit mener assez rapidement une réflexion pour créer une base de données des crédits, des données, des crédits, des garanties hypothécaires qui ont été données et les autres données, les autres garanties qui ont été données par les débiteurs. Il faut que toutes les banques sachent à un moment donné, ce débiteur, il a donné des garanties à qui? Oui. Pour savoir où on en est. Bien évidemment, euh, il faut une évolution très sensible euh, des pratiques de supervision, que ça soit à la fois le contrôle sur place et le contrôle sur pièce. OK. D'accord. C'est-à-dire que concrètement, euh, je crois qu'il faut donner une, une importance plus importante sur, dans le cadre de la supervision, à l'amélioration du processus, à l'amélioration des processus de gestion, Mhm. plutôt comme contrôle du respect de la réglementation en vigueur. Il y a nécessité d'un choc culturel au niveau de l'inspection générale de la Banque centrale. Oui. Vous n'êtes pas là uniquement pour vérifier la conformité à la réglementation en vigueur, vous êtes aussi là pour donner votre avis sur l'amélioration des procédures, à la fois sur la conformité, mais aussi sur la gestion des risques. Le cinquième axe, c'est on devra encourager l'innovation et l'élargissement de l'offre produit, Mhm. notamment en direction des PME et des particuliers. Alors, si vous voulez, là, j'interpelle les autorités de régulation et de leur dire attention, de ne pas tuer l'innovation. Oui. En Algérie, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'autoriser, on veut tout réglementer. D'accord? C'est-à-dire, on est dans un système où on régule et ensuite on permet l'innovation, ce qui est complètement aberrant. On tue l'innovation. Hein. Oui. Il faut un choc culturel qui dise essayons d'innover, implémentons les produits, Mhm. et si jamais on constate des aberrations ou des nécessités de régulation et de réglementation, on les met en œuvre. Attention de pas tuer euh, l'innovation en voulant tout réglementer. On ne peut pas tout réglementer. C'est vrai. D'accord? On doit attendre d'innover pour réglementer ensuite. Ensuite, euh, le sixième axe, c'est qu'on a besoin de réformes en dehors du secteur bancaire, des réformes institutionnelles, notamment dans le secteur de la justice et du droit. Alors là, je vais parler de deux choses, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Mhm. Encore une fois,
j'ai pas la prétention d'être exhaustif. Euh, on doit modifier le droit des sociétés, hein, D'accord. pour que l'introduction d'une procédure de conciliation et de sauvegarde, en Algérie, on va directement à la faillite, hein. On n'a pas, comme aux États-Unis, le Chapter 11, hein. Mhm. Donc il faut réglementer, il faut développer ça assez rapidement. Après, il faut bien évidemment renforcer le droit des créanciers, hein, Oui. renforcer le droit des créanciers, notamment en matière d'exécution des garanties, hein. Mhm. Les procédures sont encore trop longues et trop incertaines. D'accord? Le dernier axe, et pour conclure avant vos questions, Mhm. c'est de dire que tout ça nécessitera beaucoup de formation, beaucoup de développement des compétences, Oui. beaucoup de développement des ressources humaines. Il y a un effort colossal de formation à mettre en place et un effort très important de communication. Euh, il faudra produire un choc culturel. Mhm. Pourquoi? Parce que si vous produisez pas un choc culturel, si les gens ne voient pas l'intérêt d'adhérer aux réformes, ils n'adhéreront pas, hein. Effectivement. Donc il faut un choc culturel pour faire adhérer les gens. Et bien évidemment, euh, il faudra très sensiblement améliorer les capacités financières et notamment la compréhension de la finance, à la fois dans nos banques, Oui. mais aussi dans nos entreprises. Parce que la culture financière de nos entreprises, elle est très, très faible. Justement, vous parlez de ce choc culturel qu'on doit mettre en place, mais justement, comment on peut justement rendre les gens plus conscients qu'il faut en fait se bancariser, aller voir les banques, même les retail, comme vous venez de le citer, ils sont pas vraiment bancarisés, ils bénéficient pas de produits bancaires. Du coup, comment on pourrait mettre ça en place? Comment on peut provoquer ce choc culturel dont vous parlez? Alors, la plupart des Algériens sont bancarisés. Mais ils consomment pas des produits bancaires. D'accord. Mais la plupart des Algériens sont bancarisés. Et c'est là où dans notre pays, on confond deux choses. Mhm. On confond, euh, on dit on veut encourager l'inclusion financière. Oui. Je crois que c'est pas le bon sujet à aborder. Euh, la- la- il faut éviter la désinclusion financière, ce qui est une nuance de taille. Mhm. OK. Pourquoi? Parce que le comportement de nos compatriotes, il est très simple. Le 24 du mois au matin, ils touchent le salaire à Algérie Post ou dans les banques, et le 24 l'après-midi, ils retirent tout. Oui. Voilà, d'accord? Donc ça, ils sont bancarisés. Mais il y a une désinclusion financière. Alors, pourquoi une désinclusion financière? Je crois deux problèmes. Mhm. Deux problèmes. Le premier problème, c'est la faiblesse des moyens de paiement électroniques. D'accord? Alors, le développement des moyens de paiement électroniques ne pourra se faire que si il y a un effort fiscal, d'exonération fiscale totale, enfin, de la totalité des paiements électroniques qui sont faits notamment dans les supérettes, dans les Mhm. restaurants. Il faut avoir le courage de le faire. Oui. Surtout que les gens des supérettes, les gens des restaurants, euh, la plupart d'entre eux déclarent moins de 10% de leur chiffre d'affaires. Donc il y a pas de perte de recettes fiscales Mhm. en exonération fiscale. On va plutôt promouvoir l'utilisation de l'utilisation des cartes et d'une plus grande transparence des choses sans pénaliser fiscalement. Mhm. Si on n'a pas le courage de modifier la fiscalité, notamment pour les gens qui sont à l'impôt forfaitaire unique, c'est-à-dire les gens qui ont Mhm. des petits business, on n'arrivera pas à développer. Vous pourrez mettre tous les TPE que vous voulez, etc., toutes les cartes que vous voulez, les cartes resteront un outil pour retirer du cash de la part des dames. D'accord? Voilà. La deuxième chose, c'est que nos compatriotes n'ont pas d'incitation à l'épargne. Tout simplement pourquoi? Parce que les taux d'intérêt qui sont servis sont largement inférieurs au taux d'inflation. Oui. Donc, la perte de pouvoir d'achat est évidente. Moralité,
quelle est la seule incitation à l'épargne que pourraient avoir nos compatriotes? C'est l'accès au logement. Oui. Donc rétablissons vite, l'acte préalable d'épargne pour avoir accès au logement, comme ça existait dans les années 60, les années 70, les années 80, les années 90. Mmh. Tu veux avoir accès à un logement, tu dois épargner préalablement. Mmh. Ça veut dire développons, les outils, les produits tels que les comptes épargne le logement, Mmh. l'épargne épargne les plans épargne logement, et cetera. Est-ce que c'est ce que propose, aujourd'hui la BNH, non? Je crois pas. D'accord. Je crois pas, à ma connaissance, à ma connaissance, je sais pas, en tout cas, ils communiquent pas là-dessus, hein. Mmh. La BNH, pour le moment, fonctionne grosso modo, un petit peu sous le même fonctionnement en matière de ressources et de prêts que l'ex-CNL, à mon avis. Mais D'accord. je demande à voir ce qu'ils ont proposé comme produit. En tout cas, la communication, si ça existe, elle est probablement insuffisante. Oui, elle reste minime. Si on doit élaborer un autre point, j'aimerais bien avoir votre avis sur, la loi 2309, Tu sur quoi? la dernière loi 2309 sur la réglementation bancaire. Pas de grand changement. J'allais dire pas de grand changement, Si le plus gros. si ce n'est que écoutez, moi, je vais vous parler franchement, Mmh. heu, pas pas de gros changements, hein. Simplement, ce que je reproche à mes autorités, j'étais le premier er à en bénéficier et à le regretter. C'est que quand vous donnez des agréments aux banques étrangères, Mmh. d'accord? Il faut quand même vérifier qu'elles qu'elles mettent en œuvre les engagements qu'elles ont pris lors de l'agrément, hein. Ça n'a pas été le cas sur les 20 dernières années. Donc D'accord. commençons par là, hein. Des gens qui ont pris des engagements de développer un réseau alors qu'ils l'ont pas développé, qui ont pris des engagements de développer tel ou tel produit alors qu'ils l'ont pas développé, il faut quelque part par là, les rappeler à l'ordre. Moi, j'ai pas trouvé de grands changements, heu, alors on va parler des banques digitales, hein. Oui. Bon, là, c'est l'exemple type, j'allais dire, de trop vouloir réglementer, d'accord? Heu, le capital minimal qui a été affiché pour une banque digitale est hors marché, d'accord? Mmh. À ce niveau de capitalisation, il est probable que vous n'aurez aucun intérêt de la part, des investisseurs locaux ou des investisseurs, internationaux, hein. Il faut revoir le capital à la baisse, Mmh. quitte à l'augmenter après. Mais au départ, c'est trop faible, c'est trop important, excusez-moi. Oui. Et on voit aussi que, au niveau de la loi 2309, on parle beaucoup, il y a de la finance islamique, de la mise en place de la finance islamique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez déjà, Bah, je pense que la finance islamique a bien fonctionné sans réglementation pendant Oui. des années, hein. Donc, bravo à eux. Bon. Vous avez, un grand dynamisme, hein, Mmh. un grand dynamisme, notamment de la part de Salem Bank, qui est une banque, admirable sur ses process et sur sa puisqu'elle était très, très loin, il y a quelques années de la Baraka. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande que la Baraka. Mmh. Elle représentait la moitié de la Baraka. Aujourd'hui, elle est supérieure à la banque Baraka. D'accord? Bon, mais la finance islamique, ne rêvons pas, à ce jour, c'est 3 de la place, hein. Mmh. Donc il y a une marge de manœuvre qui est très, 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 très importante. Bon, je ne crois pas, moi, Mmh. à l'efficacité des fenêtres islamiques dans les banques publiques. Oui. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sera très dur de gérer la Sharia compliance, Mmh. hein. Tout simplement parce que les systèmes électroniques, et les systèmes doivent être complètement séparés. Bon, Différentes les comptabilités, les fenêtres islamiques ont été très bonnes dans la collecte des ressources. Mmh. Elles ont collecté énormément de ressources, mais force est de constater qu'elles ont été, très mauvaises, heu dans le redéploiement des ressources, Mmh. hein. Donc il y a un excédent de ressources, il y a un excédent de ressources qu'on retrouve d'ailleurs,
au niveau, heu, au niveau de Salem Bank, hein, et des banques islamiques. Donc il y a un il y a 2 choses. Il y a pour les banques islamiques existantes, il faut développer, les produits sur le marché monétaire pour leur permettre de recycler les excédents de trésor qu'ils ont, hein, parce qu'ils ont des excédents de trésor qui sont colossaux, d'accord? Et en ce qui concerne les fenêtres des banques islamiques, moi je pense qu'il aurait été préférable que les banques publiques créent une nouvelle banque islamique, Oui. heu, en en se mutualisant. Mmh. C'est-à-dire, on crée une nouvelle banque islamique et chacune des banques a 10 ou 20 du capital Mmh. et on transfère, tous les montants qui sont collectés dans les fenêtres islamiques vers cette banque, hein. Mmh. Mais d'autre part, je sais qu'il y a, un intérêt énorme, de la part, de banques islamiques dans le monde que je peux pas citer, Mmh. hein. Mais parmi des banques islamiques importantes qui, dans les prochains mois, si c'est pas déjà fait, je suis pas dans le secret des dieux, vont, déposer, des demandes d'agrément auprès de la Banque d'Algérie. Très bien. Donc justement, quand on parle de ces, Islamic Windows des banques publiques, vous trouvez pas qu'ils pourraient, cannibaliser donc la finance classique au niveau des banques publiques? Non, 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 c'est pas on est à 3, hein, faut pas bon laissons-les monter à 10, hein, et ça sera pas mal. Non, il y a c'est un outil de bancarisation aussi, hein. Mmh. Il y a un certain nombre de régions dans notre pays qui sont sensibles, sensibles aux préceptes islamiques Oui. et il y a une partie de la population qui l'est tout aussi. Donc non, 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 cannibaliser, non, j'y crois pas pour le moment. On est loin, loin de tout ça. Voilà. Mais il faut encourager et simplifier la vie, aux banques islamiques en essayant pas trop réglementer en amont. Mmh. Laissons-les faire et s'il y a nécessité, on réglementera, ultérieurement. Très bien. Donc je pense qu'on va, aborder un dernier point qui est la digitalisation, donc rendre le process bancaire plus digital et cetera. Donc selon vous, comment on pourrait mettre ça en place? Comment on peut mettre ça en place? C'est Oui, d'abord une nécessité absolue, effectivement. hein. C'est une nécessité absolue, en termes de alors, il y a plusieurs choses dans la digitalisation et le numérique. Mmh. Il y a d'abord l'amélioration de la relation client, Mmh. hein. Bon, ce qu'on voit à l'heure actuelle dans nos fintech, heu, qui émergent, c'est qu'elles se focalisent tous, sur la relation client et les systèmes de paiement. Mmh. D'accord? Bon, certes, il y a un potentiel, mais le gros du potentiel, il est pas là. Le gros du potentiel, il est dans l'amélioration des back-office et de la et des back-office et de la tuyauterie, hein. Et l'amélioration des back-office et de la tuyauterie, c'est là où c'est là où nos fintech devraient travailler. Un pour, l'amélioration de la gestion des risques, pour l'amélioration des procédures et cetera, Mmh. hein. Donc il faut encourager, nos fintech à développer, plutôt la tuyauterie et les back office plutôt que la relation client, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment, mais bon, je fais une conférence dans pas très longtemps là-dessus. Voilà. Très bien. Monsieur Sekak, je vous remercie pour votre temps. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour cet échange. Et chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Algeria Ecotalk. Merci et à bientôt. Merci.